Alors, Corinne Cheminet, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Pierre Bonjour, qui est juste à côté de moi, donc, appartient également à l'espace de réflexion éthique de l'Ain, comme Joël Vernet. Donc vous êtes membre aussi, je crois, du comité national des avis déontologiques et éthiques. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, vous avez publié depuis fort longtemps. 25 ans, voilà. Et puis Joël Vernet, qui est avec nous également membre de l'espace éthique, qui est elle médecin psychiatre. Alors je crois, vous m'avez dit, vous avez notamment beaucoup travaillé avec les mandataires des patients. Quand vous étiez en hôpital, quand vous travailliez en établissement, vous avez depuis aussi fait pas mal de missions auprès de Médecins sans frontières qui vous ont peut-être d'une autre manière engagé dans des réflexions éthiques. Et puis par ailleurs, vous êtes médecin expert en protection des majeurs pour les tribunaux. Vous étiez, voilà. La première question, et puis c'est peut-être Pierre Bonjour à qui on va passer le micro en premier pour y répondre. Quand on dit donc le mot éthique, de quoi parle-t-on? Je vous laisse. C'est la question la plus simple. Un jour, dans une formation d'une équipe d'un ESAT, ce qu'on appelle un ESAT aujourd'hui, c'est une formation sur la démarche éthique, justement, il y avait un moniteur d'atelier qui était arrivé très gêné en me disant, voilà, monsieur, je n'ai pas eu le temps ce matin, j'aurais voulu venir en regardant ce que c'était que l'éthique. Hein. Et il était très angoissé parce qu'il ne savait pas ce que c'était que l'éthique. Alors, pour éviter cette angoisse, moi, j'ai regardé. Je suis allé donc sur Google. 138 millions de résultats. Pas mal, hein. Donc voilà, je sais exactement ce que c'est que l'éthique. Et Amazon propose des milliers de titres. Je n'ai pas regardé combien il y en avait. Hein. Donc on a là quelque chose qui devrait attirer notre attention. Hein, s'il y a 138 millions de résultats, vous savez comme moi que ce mot éthique a été récupéré. On a collé de l'éthique de partout. Plus personne ne sait très bien de quoi il s'agit. D'ailleurs, personnellement, je pense que ça n'existe pas, j'y reviendrai. Et donc, il y avait un bouquin de 91 là, d'Etchegoyen qui avait bien vu les choses. Hein. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait La valse des éthiques, si je me souviens bien. Hein. Déjà, il dénonçait cette espèce de propension à vouloir finalement empêcher la réflexion et la discussion en mettant ce mot partout. Hein. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « mais moi j'ai mon éthique », ça veut dire « bon, ben, ça suffit maintenant ». Mes enfants, mes petits-enfants, ils me disent ferme ta boîte à camembert, on verra ça au dessert ». Il y a une histoire comme ça. En gros, ça veut dire ça, quoi. N'insiste pas. Hein. Le secteur marchand donc, a récupéré ça depuis longtemps. Je me suis amusé à collectionner un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. Je vous passe les détails, mais il y en a au moins une dont je voudrais vous faire parler. Faire part, il y a une vodka éthique, hein, je vous signale. Alors, dans le secteur... Rien n'est inaccessible à la publicité. C'est ça, voilà. Alors, à boire avec modération, enfin autant qu'elle soit éthique. Alors, dans le secteur social, soyons sérieux, dans le secteur médico-social et sanitaire, alors que quand moi j'ai démarré fin des années 90 à me passionner pour ça, nous avions un comité national dans tout le pays. Et aujourd'hui, là, dans les derniers repérages, la région Bourgogne annonce 150 comités d'éthique, instances éthiques, appelez ça comme vous voulez. Et en Rhône-Alpes également, on en met en avant aussi à peu près 150. Donc ça veut dire qu'on est passé de un truc que personne ne connaissait à aujourd'hui, en France, partout, le fleurissement de ces comités d'éthique. On retrouve ça aussi dans les bouquins. Hein. J'ai pris évidemment des bouquins sur les majeurs. Donc, vous voyez, le titre « Protéger les majeurs vulnérables », place à l'éthique. Toc. L'éthique, toc. On a l'éthique du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. D'ailleurs, on a la chance, l'auteur, je crois, est parmi nous. Tu es où? C'est monsieur Niviès, il est où? Il est tout au bout, là-bas. Voilà, donc il pourra intervenir. Hein. Co-auteur, il pourra intervenir s'il le souhaite, bien entendu. Et puis il y a le remarquable travail qui a été présenté tout à l'heure, hein, qui est d'emblée un travail sur cette recherche de qu'est-ce que ça pourrait bien être que cette éthique. Voilà. Donc la réponse à cette question, vous voyez, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand vous dites à votre cerveau, vous posez un problème, votre cerveau, il cherche la solution. Quand vous lui dites, vous posez une question, votre cerveau, il cherche une réponse. Quand vous lui parlez de questionnement,
il cherche les questions. Donc il faut savoir ce qu'on veut. L'éthique, vous l'avez déjà dit tous, hein, c'est avant tout un questionnement, c'est-à-dire une suite de questions. C'est Maurice Blanchot qui disait faut savoir ce qu'on veut, la réponse est la mort de la question. Vous voyez, c'est une réflexion éthique, c'est une démarche, on pourrait dire sans fin. Mais si on dit que ça, je vais me faire disputer parce que les professionnels qui sont ici, ils aimeraient bien de temps en temps quand même avoir quelques réponses. Hein. Donc je vous propose juste, et j'en resterai là, une tentative de définition qui, moi, me paraît la définition la plus intéressante. Alors vous voyez que je suis en pleine contradiction, puisque je dis que ça n'existe pas, puis je vous le définis. Hein. Ben, tant pis, on va faire comme ça. C'est celle une des définitions de Paul Ricoeur, qui est quand même une référence à la matière, et qui propose de dire que l'éthique, ce serait une sorte de métamorale, c'est-à-dire un regard, un pas de côté par rapport à un noyau de principes moraux. Hein. Ce serait ça. Mais si c'était que ça serait une interrogation intellectuelle passionnante, mais on ne voit pas très bien où ça mènerait. C'est aussi ce qu'il appelle une sagesse pratique. Enfin, ça, c'est un terme, d'ailleurs, c'est les Grecs qui ont inventé ça. Hein. Une sagesse pratique, c'est-à-dire que l'éthique, elle veut aider en l'occurrence là, les professionnels et les familles à résoudre des problèmes, à aider les personnes concernées. Donc, c'est quelque chose de pratique, l'éthique. Sagesse, ça veut dire en fait prudence. Hein, donc avec beaucoup de prudence. Et depuis ce matin, on parle de ça, de respect de l'autre. Et je n'irai pas plus loin. Simplement pour vous dire, hein, juste, que si vous le souhaitez, tout à l'heure, je pourrais vous proposer une tentative d'explication pourquoi on serait passé de la morale ringarde à l'éthique chic. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de morale, hein, on ne parle que de l'éthique. Et aussi, si vous le souhaitez, comment on peut voir la place de cette réflexion éthique dans la société aujourd'hui. Hein. Je pense que je vous remercie déjà de votre attention. Joël Vernet, puisqu'on parle sur les mots, on est dans la définition, plein de professions, et particulièrement profession médicale, vous avez un code déontologique. On ne joue pas un peu sur les mots entre déontologie, éthique, morale? Je vous laisse prendre le micro. Il y a une différence. Comme ça? Bien près de la bouche, par contre. Plus près? Voilà. Donc je rejoins tout à fait Monsieur Bonjour. L'éthique, je ne sais pas ce que c'est. Nous voilà mal. Et voilà, nous voilà mal. Et comme je suis un vieux psychiatre, j'ai connu les fameuses lois de protection, donc après 68 quand même, je ne suis pas si vieille que ça, mais où on est passé quand même d'un état où la personne protégée n'existait pas en tant qu'individu. Et je trouve que la grande amélioration des lois, que vous nous avez remarquablement expliquées, a permis de donner une identité et une individualité. Et je reviens toujours, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à répéter, en tant que psychiatre hospitalier, je me suis trouvée confrontée au pouvoir exorbitant d'avoir à l'intérieur de l'hôpital des patients privés de liberté, privés de tout un tas de choses, et heureusement avec des recours auprès des préfets et auprès des magistrats pour pouvoir leur donner une existence. Les mandataires, au début de ma carrière, avaient également un pouvoir exorbitant, et avec le temps, avec l'évolution des lois, avec les réflexions, justement les démarches, et surtout avec la communication et les échanges qu'on a pu avoir les uns avec les autres, ça a évolué et on est maintenant dans une considération de la personne en tant que telle. Vous parliez tout à l'heure de le majeur reste libre de ses décisions. Moi, je vais parler des décisions en termes de santé, soit de santé physique, une intervention ou une non-intervention, mais on arrive aussi aux soins palliatifs. Et j'ai vu des situations en particulier où quelqu'un qui avait une chorée de Huntington, dont l'évolution est toujours terminale et dramatique, dans des conditions dramatiques, où la personne, du temps où elle avait la capacité
de dire ce qu'elle souhaitait, et donc on pouvait considérer ça comme des directives avancées. Je ne veux pas d'acharnement. Quand elle s'est trouvée dans l'incapacité de pouvoir dire quoi que ce soit, et dans un état physique où elle risquait la fausse route et la mort à chaque cuillère, le personnel était extrêmement malmené par cette situation. Le médecin a estimé que ce devait être, on devait aller au-delà, et on devait aller au-delà de ce que la majeure avait décidé, puisqu'à l'époque, elle était déjà majeure, enfin, elle était déjà sous protection. Et ces questions-là sont des questions qui rentrent pour moi dans la démarche éthique, parce que c'est les questions du soin, c'est les questions de la... Vous parliez tout à l'heure de bientraitance, de maltraitance. Moi, je parle plutôt de bienveillance, et c'est toujours cet accompagnement-là, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de personnes intéressées par ces questions-là. Vous parliez des gens aliénés, vous parliez des fous. Plus je vieillis, moi je sais ce que c'est qu'un fou. Donc finalement, avec le temps, je suis comme vous, dans l'incertitude, et dans la réflexion et dans l'échange. Du coup, dans les post-it, je crois que personne n'a écrit... Alors l'éthique, bof, ben voilà, c'est ça un petit peu ça. Vous inquiétez pas, on va petit à petit éclaircir les choses. Et justement, si j'ai bien compris, l'éthique, parce que personne dans la salle, sur les petits papiers jaunes, a mis le mot règle. En aucun cas, l'éthique, c'est un ensemble de règles qui nous permet d'agir. Les spécialistes de la loi... La loi et la règle, c'est pas forcément la même chose. L'éthique, vous vous adressez à moi en disant la loi. Moi, en tant que juriste, l'éthique, je l'identifie avec toutes les lois dans le domaine de la bioéthique, qui porte ce nom. Hein. On a eu une loi récemment au mois d'août, c'est tous les progrès de la science, les progrès de la médecine, qui relèvent d'un comité de consultation nationale d'éthique, parce que les progrès de la science, les progrès de la médecine peuvent faire le meilleur pour l'humanité, comme ils peuvent être dévoyés et ne pas être utilisés pour son bien. Dans ce domaine-là, la loi, elle inclut le terme éthique. Mais en dehors de ce domaine-là, la loi sur les lois sociales, elles n'ont pas le mot éthique. Donc on utilise l'éthique qui, à l'origine, au point de vue législatif, a été utilisée dans le domaine des progrès de la science et médicale, pour le transposer dans un domaine qui n'est pas médical. Le médico-social, on n'est pas forcément dans la médecine au sens voilà, de tout ce qui est bioéthique. Donc, il faut... C'était quoi votre question? La règle oui, il n'y a pas... C'est pas un ensemble de règles, en fait. Elle nous dit pas comment agir a priori. La loi nous dit quoi? Elle pose la règle, la loi. Et l'éthique, me semble-t-il, c'est comment. Comment je fais pour appliquer la règle qui est posée, parce qu'on peut l'appliquer abruptement, sans réfléchir, et puis on peut l'appliquer en réfléchissant, et puis il peut y avoir plusieurs pistes de réflexion pour appliquer. La loi, elle va poser une règle générale, mais après, dans les histoires, dans les situations singulières, c'est les personnes qui sont concernées par ces situations régulières qui vont devoir réfléchir à comment respecter les règles au mieux, avec le respect, je reviens à la protection juridique des majeurs, de la personne. Parce que c'est une personne, c'est un majeur. Et la première règle, qui n'est pas écrite, enfin si, qui est écrite, puisqu'on l'a vu, c'est de la considérer comme une personne majeure. Ça, c'est une règle. Comment on la met en pratique? Le problème de l'éthique, c'est la mise en pratique des règles. Par exemple, quand la loi pour le mandataire, elle dit qu'il doit veiller aux intérêts de la personne, quand je me dis c'est quoi exactement les intérêts de la personne, pas la personne en général, mais celle que j'ai en face de moi, là je suis dans une réflexion éthique. Il faut déjà définir l'intérêt. Le problème, c'est ça. Qui sait ce qui est de l'intérêt? La première personne, à mon avis, qui sait, c'est elle-même. La personne concernée. La personne. Le mieux placé pour savoir qu'est-ce que c'est son intérêt, il me semble que pour moi, c'est moi, pour vous, c'est vous. Mais d'autres peuvent avoir une autre idée de ce qui est mon intérêt. Et c'est quand ma notion de mon intérêt ne va pas coller avec celle que vous pensez qui doit être mon intérêt. Mais qui suis-je pour savoir ce qui est l'intérêt d'autrui? Ça, on touche les choses du doigt. Pierre, bonjour.
Il y a des dangers dès qu'on va essayer de définir, mais qui que l'on soit. Hein, il y a évidemment des dangers. Moi, j'ai l'habitude d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a deux dangers essentiels qui menacent le monde. C'est l'ordre et le désordre. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux me rassurer, par exemple, en voulant absolument avoir une définition bien carrée, bien limitée de l'éthique, c'est comme ça qu'on me fait le foutoir, c'est l'inverse qui se passe. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas rester simplement dans une recherche d'ordre. Mais le désordre, c'est le foutoir aussi, tout le monde le sait, ça va de soi, hein, qui fait que si on n'arrive pas à délimiter un petit peu les choses, alors à ce moment-là, c'est du grand n'importe quoi. Donc la grande question, elle est toujours là, restons éveillés, ça fait partie du questionnement éthique à mon avis, mais c'est ce que vous dites sur le plan du droit, hein. Restons éveillés, il nous faut des règles, bien sûr. Il nous faut des règles, il nous faut un cadre, il faut tout ça. S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. Hein, mais il faut toujours se méta quelque chose. Hein. C'est très inconfortable ce qu'on demande aux personnes. La démarche éthique, c'est très inconfortable parce que, si vous voulez, rien n'est évident dans la démarche éthique. Voilà. Rien ne doit être implicite dans une démarche éthique. On doit constamment se poser la question du... Alors vous dites le comment, moi je dirais le au nom de quoi je fais ça. Mais pourquoi au nom de quoi je prends cette décision-là ? Même si je fais très attention aux besoins de la personne, qui sait ce que c'est que les besoins de la personne ? Et puis très souvent, les personnes elles-mêmes ne savent pas ne peuvent pas formuler ce que c'est que leurs besoins. Et puis là, quand on parle comme ça, on est très rationnel. Nous sommes tous très complexes, très ambivalents. Dans une journée comme celle-ci, on va avoir traversé 150 émotions, on va passer d'une idée à une autre. Nous sommes tous, je pense, enfin c'est ma vision des choses, fait comme ça. Donc dès lors que je vais essayer de fixer les choses, je pense que je me trompe. Et si je ne les fixe pas, je pense que je me trompe. Alors le dessinateur, là, il a de quoi faire, hein. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot, je ne sais pas si ça a été dit, hein. En tout cas, merci pour le travail que vous avez fait. À mes 138 millions de définitions, là je vais en avoir d'autres, donc grâce à vous. Je ne sais pas si le mot a été émis, mais on pourrait parler de vigilance intellectuelle, si vous voulez, voyez, vigilance par rapport à cet autre-là qui est dit vulnérable. Bon, là je ne suis pas très d'accord moi, là-dessus. Sur le plan philosophique, le mot de vulnérable, il n'a pas le même sens que sur le plan du droit, hein, pas tout à fait en tout cas. Mais prudence, vigilance. Hein. Je finis sur le mot respect, parce que c'est un mot central. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est le spect, ça s'écrit respect, parce que c'est le spectacle. Hein, c'est ce que l'on voit, le ré latin, c'est avant, donc ce que l'on voit avant. C'est-à-dire qu'au départ, le respect des personnes, c'est le respect de toute leur vie d'avant. Quand vous avez une personne en EHPAD qui ne peut plus s'exprimer, qui est très détériorée, etc., on va la respecter au nom de ce que cette personne a été et encore en tant que personne. Vous voyez ? Alors ça a changé un peu de définition. Aujourd'hui, le respect, c'est tout à fait ça, mais dans certaines cultures, ce mot respect est extraordinaire. On ne peut pas, dans certaines cultures, s'approcher de l'irrespect, par exemple, de personnes âgées, de la maman, du papa. C'est totalement intolérable. Hein. Alors nous, on a un petit peu changé, c'est plus tout à fait ça le respect. Mais je pense qu'il faut le rappeler, une personne, quoi qu'elle ait fait, quel crime qu'elle ait commis, reste un être humain qui est à respecter en tant que tel. Moi, je voulais juste ajouter que dans toute cette démarche, il y a une grande solitude et il y a le problème de la décentration. Parce qu'on parle de l'éthique et on parle du majeur protégé, je pense qu'il faut parler aussi des gens qui sont en face, que ce soit les magistrats, que ce soit les mandataires et que ce soit les soignants. On est ce qu'on est avec notre histoire et on a une certaine tendance, parce que c'est plus facile et c'est naturel, à projeter. Et qu'il est important de se décentrer et essayer de voir comment la personne peut justement percevoir la situation qu'elle vit. Et quand je dis solitude, moi j'ai trouvé dans ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de mandataires et beaucoup de magistrats qui m'ont aidé à voir les choses d'une manière différente. J'espère les avoir aidés à voir autrement. Mais cette communication a toujours permis d'arriver à un consensus
dans l'intérêt de ce qui nous a semblé en groupe être l'intérêt de la personne. Et c'est ce que vous dites, c'est le respect, c'est l'identité, l'individualité. Ce qui me semble très pertinent en matière de réflexion éthique, c'est de ne pas être seul. Hein, faut être à plusieurs. Parce que sinon, on va forcément avoir ses propres projections qu'on va plaquer sur l'autre. Et l'intérêt de la réflexion éthique, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs disciplines qui se mettent en commun, chacun apporte, personne ne détient la vérité, mais tout le monde met dans le pot commun, pour qu'on en fasse quelque chose. Et chacun va peut-être pas en faire la même chose, mais ça va animer une réflexion et ça va permettre de se mettre de côté pour voir l'autre grâce à l'éclairage que nous auront apporté les autres disciplines. C'est pas un exercice solitaire et c'est pas une introspection sur des points de vue philosophiques, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Oui, alors je suis totalement d'accord avec vous. On reprendra cet après-midi l'éthique qu'on appelle l'éthique de la discussion. Mais je voudrais prendre, pas longtemps, rassurez-vous, mais un petit temps, faire comme vous ce matin, hein, ça nous a beaucoup, enfin moi ça m'a beaucoup éclairé en tout cas, faire ce cheminement là, d'où ça vient tout ça, hein, parce qu'aujourd'hui on parle de ça, de cet exercice collectif, mais pas hier. Hein, donc d'où ça vient cette affaire? Donc je sais très rapide. La thèse que je vous présente, c'est de dire que jusqu'aux années 50 à peu près dans notre pays, vous chercherez dans la littérature, hein, moi j'ai cherché dans tout Camus, hein, le mot éthique n'existe pas. Camus, il y a 2-3 fois éthique, c'est le mot moral. Jusqu'aux années 50, on parle de morale. Aujourd'hui, qui, là, dans cette salle, utilise ce mot de morale? À part, tu ne vas pas me faire la morale, c'est un mot qui est vu maintenant, la morale est vue comme quelque chose de ringard, hein, désuet, etc. Et quand on demande aux gens les représentations sur la morale, vous avez la plupart du temps des réponses du style oh, mais c'est la religion, c'est imposé de l'extérieur, c'est des impératifs qu'on ne peut pas discuter, vous voyez. Alors on met ça dans les enfants de force, hein, voilà. La morale a été vue comme ça, ce qui n'est pas tout à fait juste, hein. C'est le moralisme, ça. Bon. Et si vous voulez, la thèse, c'est que pour qu'un système comme ça fonctionne, il faut qu'il y ait des relais institués qui soient eux-mêmes indiscutables. Et les relais institués, hein, jusqu'aux années 50, c'était l'école, l'Église, hein, à l'époque 80 et quelques % des Français étaient catholiques, l'armée, bien entendu, la famille, et tout ça, ça s'auto-alimentait. Hein. Les parents étaient d'accord avec le curé, avec l'instit, etc., etc. Donc tant que ces institutions-là ont été complètement crédibles, le système a fonctionné. Et puis, depuis les années 50, tous les systèmes institués se sont effilochés, voire dans certains cas écroulés. Vous savez, aujourd'hui, la caution morale de l'Église, par exemple, surtout à Lyon, hein, bon, passons. Donc, il s'est passé des choses. Les parents, maintenant, ils ne sont pas tout seuls à parler à leurs ados, notamment. Donc, tout ça, ça a changé. Et donc, le système de la morale s'est écroulé, c'est la thèse. Et du coup, quand il y a un problème, par exemple, il faut cloner, il ne faut pas cloner, mariage pour tous, pas mariage pour tous. Quand on se pose un problème dit moral, comme on ne peut plus aller questionner les institutions puisqu'elles sont décrédibilisées, on est renvoyé à soi-même. C'est pour ça que l'éthique est vécue comme quelque chose qui vient non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de soi. C'est un, on vient pour l'éthique. Club change ça. Elle est bonne, bravo. Donc ça devient, vous voyez, on a cru, moi j'y crois pas, qu'on pouvait soi-même résoudre toutes ces grandes questions, et notamment les grandes questions de la bioéthique. Et vous avez eu raison de rappeler que là, sur le plan il y a eu des progrès absolument incroyables. On est un des rares pays au monde à avoir fait ça. Personnellement, je pense que c'est déjà dépassé, ça. Donc on est passé de la morale, on n'en parle plus. On est passé à l'éthique, moi je pense qu'on n'en parle plus. On est déjà passé à autre chose, c'est-à-dire à quelque chose de collectif, vous venez de le rappeler. Ça ne peut pas être individuel. C'est des échanges, c'est l'intersubjectif qui va intervenir. Bien sûr,
pas n'importe comment, il y a des règles, on reviendra cet après-midi. Mais ce qui compte, c'est le collectif. Je pense que là, les 20 années qui arrivent, et le fleurissement des instances éthiques me semble aller dans ce sens-là, c'est non pas de retourner à la morale, ça c'est fini. Entre-temps, on a gagné l'esprit critique, gardons-le. Ce méta-regard, ce petit pas de côté. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a compris qu'on ne peut pas, tout seul, en tant qu'individu, répondre aux défis éthiques de notre temps. Donc, on va essayer de retrouver une pensée collective éthique, et ça passe donc par des instances plurielles. On va bientôt vous passer la parole à vous, parce que vous avez sûrement des questions où il y a des choses qui vous ont perturbé dans ce que vous avez entendu, pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord, ou voilà, vous avez des compléments. Donc on va vous passer la parole, mais juste pour en revenir vraiment au sujet du jour, qui est vraiment les mandataires en protection des majeurs. Donc on a bien compris que l'important dans l'éthique, c'était de se questionner en permanence, mais pour se questionner notamment collectivement, puis arriver, parce que les mandataires, il faut qu'ils prennent des décisions, ils ne peuvent pas être que dans l'incertitude et dans le questionnement. Il faut bien du coup qu'on s'entende sur un socle de valeurs ou de principes, et ils sortent d'où? Alors il y a la loi qui est un repère, j'ai bien compris, qui régit l'exercice professionnel des mandataires, et après pour le reste. Oui, alors, moi, tous les comités d'éthique dans lesquels je travaille donnent, moi je vais appeler ça la loi, mais alors je ne sais pas si j'ai le droit d'appeler ça la loi, justement. Moi, tout ce que j'appelle la loi, moi, c'est tout ce qui est règlement, j'y mets même les chartes, j'ai peut-être tort, enfin tout ça, je mets tout ça là-dedans. C'est-à-dire tous les essais que l'on fait, année après année, de codifier, on peut dire ça comme ça, les choses, pour qu'on puisse se comprendre et qu'on ne soit pas, moi je vois ça comme ça, qu'on ne soit pas dans l'arbitraire. C'est ça, voilà. Donc quand je dis vulnérable, en droit, c'est quoi une personne vulnérable? Vulnérable est un terme qui est absent du Code civil. Dans la protection juridique des majeurs, le mot vulnérable, on ne le trouve nulle part. On le trouve dans le Code pénal parce que ça permet d'aggraver certaines infractions et de condamner. Et dans le Code pénal, on ne trouve jamais le mot vulnérable tout seul. Il est toujours vulnérable parce que l'âge, la minorité, tout. Mais le terme vulnérable, c'est un terme social. Ce n'est pas un terme juridique en protection juridique des majeurs. C'est juste une petite... Merci. Donc, dans tous les comités d'éthique, je crois qu'on est prudent et qu'on commence, quand on a compris la situation, parce qu'il ne faut quand même pas oublier de dire qu'il n'y a pas de cheminement éthique sans le premier pilier qui est la connaissance. C'est pour ça que si on ne connaît pas le droit, on va partir n'importe où. Donc d'abord, la connaissance de quoi on parle. Discuter avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance du sujet, ça sert strictement à rien. Il faut qu'il y ait un minimum, quand même, un socle, on va l'appeler le socle commun, si vous voulez, sur lequel on va partir. Mais une fois qu'on a effectivement bien cadré le sujet sur le plan juridique, alors là, il commence une espèce d'immensité que vous pouvez appeler comme vous voulez, sciences humaines, philosophie morale, donc l'éthique, etc., qu'on ne peut pas comme ça définir. Si vous voulez, c'est un peu le miracle, et j'ajouterais le mystère du collectif. Quand on respecte la parole des autres, il se passe quelque chose qui est très difficile à définir. Il se passe quelque chose, une espèce de spirale là, qui fait qu'à un moment donné, grâce au fait que nous avons des formations différentes, des idées différentes, et tant mieux, il se passe quelque chose de très respectueux, et qui va aboutir à quelque chose. Je ne définis pas pour l'instant l'éthique de discussion, parce qu'on a prévu de le faire cet après-midi. Alors, socle de valeurs, oui, bien entendu. Toutes les associations, quand on regarde bien, déclinent leurs valeurs dans leur charte, etc. En général, pour faire court, moi je pense qu'on a à peu près tous, quand on dit on n'a pas les mêmes valeurs, vous savez, c'était la pub des rillettes Bordeaux-Chanel, là. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors ça, c'est l'éthique au niveau des rillettes, vous voyez. Moi, je pense que toutes les associations dans lesquelles je travaille ont les mêmes valeurs, en gros. La question, c'est pas tellement les valeurs, si vous voulez. Ce qui est très difficile dans la démarche éthique, c'est la hiérarchisation des valeurs. C'est-à-dire que le dilemme éthique, par définition, c'est lorsque on a plusieurs valeurs auxquelles on tient.
hein. Mais il se trouve que ça peut rentrer en contradiction et il va falloir, dans cette situation-là, pas d'une manière générale, hein, dans cette situation-là, privilégier là telle valeur plutôt que telle autre. Juste un mot pour dire, dans les EHPAD, dans la première phase, hein, vous savez qu'il y a eu beaucoup de dégâts, hein, au niveau des EHPAD. Il y avait tout le temps le même dilemme partout, hein, qui était liberté, sécurité. On va retrouver ça partout, liberté, sécurité. Si vous trouverez jamais un acteur social, je ne sais pas comment vous vous appelez entre vous, qui va se foutre éperdument de la liberté des gens. C'est pas possible, ça. Bien sûr que nous tous, nous sommes attachés à la liberté des personnes. Mais vous ne trouverez pas non plus un seul acteur social qui se fout éperdument de la sécurité. Enfin, ça n'existe pas. On est tous très, très vigilants sur la sécurité. Le dilemme éthique, il vient d'où ? Il vient que c'est les deux à la fois. Si vous voulez, j'ai l'habitude de dire, mais ça blague un peu, mais l'éthique, c'est le « et » c'est là où il y a le « hic ». Parce que c'est précisément au moment où vous allez mettre en même temps, non, il ne faut pas que je dise en même temps, à la fois, vous allez mettre à la fois liberté, sécurité, c'est là où on va commencer un cheminement éthique, parce que les deux sont nécessaires, les deux sont importants. Et comment on va faire pour hiérarchiser l'un dans cette situation ? C'est le rôle de cette démarche collective. Il y a pas de, il y a quelques règles, hein, on y verra cet après-midi, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Ça a été dit avant moi tout à l'heure par je ne sais plus qui, c'est vous, monsieur, je crois. Hein, il n'y a pas de mode d'emploi, de prêt à penser. C'est une aventure intellectuelle à chaque fois. On y arrive sans savoir du tout à quoi ça va aboutir, cette affaire. Et on fait le pari que l'intelligence et le respect des uns et des autres va aboutir à quelque chose. La plupart du temps, ça fonctionne. Et des fois, ça ne marche pas. Joël Vernet, dans la démarche éthique, donc vous l'avez expérimenté dans votre métier de médecin psychiatre, auprès des tribunaux quand on vous demandait des expertises. Comment, la question est vaste aussi, mais comment vous définiriez les préalables, du coup, pour avoir être très concrètement dans cette démarche éthique ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le préalable, c'est la communication. Et avec la personne protégée, avec la personne protégée et avec l'environnement. En tant que soignant, c'était avec le patient d'abord, ensuite avec son entourage et quelquefois la difficulté qu'il pouvait y avoir quand le patient refusait qu'on communique avec l'entourage. Donc l'entourage qui portait plainte auprès de la direction parce qu'on n'acceptait pas. Le travail étant d'obtenir que le patient accepte qu'on puisse... C'est donc la communication et c'est surtout l'aide que les autres professionnels peuvent vous apporter. J'ai oublié votre question au début. Les préalables, du coup. Donc il y a la communication. Oui. Il y a la communication et il y a toujours la question de savoir, d'essayer de se mettre aussi à la place de l'autre. Si j'étais à sa place, comment je ressentirais ça ? Et de garder toujours un esprit très, très ouvert et de s'adresser aux autres professionnels. Parce qu'effectivement, la loi a sa rigueur et sa rigidité aussi. Mais elle est utile, elle est nécessaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais en même temps, il faut de la souplesse. Et la souplesse, c'est toujours celle qui concerne l'individu. Enfin, vous me disiez, quand on en avait discuté, vous faites l'avocat. Je ne me fais pas l'avocat, j'ai essayé, et je continue d'essayer, d'être à la place d'eux et de trouver avec les autres, qui heureusement sont là pour nous aider et nous soutenir, une solution qui soit la moins mauvaise. Sans éthique, qu'est-ce qu'on risque ? Très brièvement. L'arbitraire, et c'est ce qui s'est passé pendant des années. Et tout à l'heure, vous disiez les femmes, les mineurs. À partir de quelle année les femmes ont-elles cessé d'être considérées comme mineures ? 1965. Oui. 1965, oui, c'est pas vieux. On a le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de notre mari, de faire des chèques et de partager le père. Alors, oui. Ok, l'arbitraire, il y a un autre... Qu'est-ce qu'on risque ? Un mot ? Sans éthique, qu'est-ce qu'on risque ? Vous avez un mot à ajouter à l'arbitraire ?
Non, Juste non, une non, non, réponse large. c'est très Ok. bien, je suis tout à fait d'accord. La privation de liberté. On va passer un micro. Pardon. Pardon. Oui, oui. Vous n'avez pas fait le lien parce que ce n'était pas le lieu, hein, mais on doit beaucoup à l'éthique contemporaine des procès de Nuremberg quand même. Hein, c'est quand même ces procès-là du nazisme qui nous ont obligés à retravailler tout ça. On a bien vu que la morale, ce n'était pas suffisant. On a bien vu que la déontologie médicale, ce n'était pas suffisant, puisqu'on a fait des saloperies, mais innommables. Nuremberg, de ce point de vue, a ouvert le champ, je pense, de la bioéthique d'ailleurs, où on s'est dit, oh attention, ce qui existe actuellement, les déontologies, il est faux, mais c'est insuffisant. Il faut qu'il y ait cette démarche-là. C'est pour ça que moi, je ne place pas l'éthique au-dessus de la morale, par exemple. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une façon de penser, et j'y reviendrai éventuellement si vous le souhaitez. Alors, je vous prends un micro parce qu'on va en... N'importe. Alors, ouais. Vous avez déjà un micro, voilà le deuxième. Donc la salle, du coup, vous avez compris, c'est à vous dans la salle. Vous avez la parole. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des réactions? Oui, il y avait quelqu'un ici. Je vous laisse passer le micro. Voilà, Bonjour. des questions courtes. Merci. Ça marche? Ça Oui, marche, ça ouais. marche. Florian Chaléard, j'ai une question un peu contradictoire un peu avec ce qui a été dit. Aujourd'hui, on parle d'éthique, on parle de liberté et de libre choix pour la personne majeure sous protection, qui est plus ou moins mon cas. Mais on s'aperçoit qu'entre la loi et la médecine, il y a des fois une différence. Actuellement, je rentre dans un protocole clinique pour une maladie très spécifique, gérée par un laboratoire américain qui m'a imposé la signature de mon mandataire parce que je suis sous curatelle, alors que vous venez de dire, si j'ai bien compris, que le majeur sous curatelle n'a pas besoin de la signature de son mandataire. Et eux, les Américains, nous l'obligent. Donc ils nous privent de notre liberté de choix, en fait, ces gens-là. Est-ce qu'il peut y avoir des jurisprudences ou des choses faites pour faire évoluer ces comportements qui ne sont pas adaptés? Parce qu'à 48 heures près, je ratais 5 ans d'études. Alors, on vous a... c'est quoi exactement la situation? J'ai pas bien... En fait, je rentre dans un protocole clinique où il y a des dangers, c'est un protocole. On nous a obligé la signature du mandataire, et, en plus de la mienne, sous prétexte que j'étais sous curatelle. Ah bah c'est complètement... C'est illégal. La loi... Illégal en droit français, du coup, mais oui. Du coup, ça l'est pas en droit américain, c'est ça? Tout ce que j'ai dit sur la protection juridique, ça concerne la France. La France fait des lois que sur le territoire national. Tous les autres pays ont leur propre Oui, mais c'est en organisation. France, c'est à Dijon, donc c'est en France, Dijon. C'est une clinique de Dijon, un hôpital de Mais Dijon. ce que je comprends pas, c'est pourquoi votre curateur a signé. Parce que le médecin lui a obligé. Ah, le médecin, il peut pas l'obliger à signer. On Parce qu'il n'oblige a eu jamais personne à l'obligation signer. du laboratoire Visible, aussi. c'était un élément qui coinçait. S'il n'y avait pas de signature, il n'y avait pas d'entrée dans le protocole. Voilà. Quel que soit, Dès lors que voilà. vous recevez des soins ou un traitement sur le territoire national, c'est la loi nationale qui s'applique, et en curatelle, mais même en tutelle. C'est vous qui décidez. C'est la loi. Ce qui me surprend, première chose, c'est que votre curateur n'est pas dit au médecin « je ne peux pas signer » puisque le Code de la santé publique et le Code civil disent que c'est le majeur en curatelle qui... Mais dans ces cas-là, il faut qu'avec votre curateur, vous fassiez une action pour demander... Enfin, une action, je ne vois pas laquelle ça serait, mais ce que vous avez signé, et que vous aviez pas, votre curateur n'avait pas le couteau sous la gorge. Mais faut vous retourner vers votre curateur. Votre curateur, rien ne pouvait l'obliger à signer. Il n'a pas joué son rôle de curateur, qui est de faire respecter vos droits. Oula. À part Faire que là, respecter effectivement, vos droits de décider seul. Ouais. Il y avait une impasse, apparemment. Je vous laisse rendre le micro. Il y avait quelqu'un qui voulait poser... Vous vouliez... Moi, je voulais juste ajouter que le médecin n'avait pas plus le droit. Ouais. Et que, en même temps, je me mets tout à fait à la place de ce monsieur et de son curateur. Être tout seul en face d'un médecin et d'un laboratoire pharmaceutique pour arriver à dire c'est illégal, il faut se battre. Et c'est pour ça que c'est nécessaire qu'il y ait des consensus et des groupes qui aident à ça. Oui, tout à fait. D'abord, faire diffuser la connaissance, et aussi, c'est toujours ce terme de liberté. Le micro, bien là. Oui, et pas de laisser du coup sans suite ce problème que vous avez rencontré. Alors quelqu'un, oui, madame, vous avez la parole. Moi je dis ce que vient de dire ce monsieur. Moi je suis mandataire judiciaire.
Effectivement, que ce soit pour une anesthésie, que ce soit pour des opérations, on nous demande, nous, les curateurs, curatelle ou tutelle, de signer une autorisation. Alors bien sûr, on connaît la loi, hein. On la connaît, on sait bien que le majeur, sous tutelle et sous curatelle, à partir du moment où il y a une explication éclairée de ce qui va se passer, il est en mesure et il a la capacité de pouvoir signer lui-même ses autorisations médicales, quelles qu'elles soient. Sauf qu'effectivement, bien souvent, les hôpitaux nous l'exigent. Alors bon, moi je bidouille le truc en disant sous réserve de l'autorisation du majeur. Mais je crois qu'il y a une grosse information à faire, pas tant aux tuteurs et aux curateurs, parce qu'on la connaît la loi, on sait ce qu'il en est, mais plutôt au corps médical. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que, bon, je vais le dire, c'est pas très sympa pour mes confrères, mais ça s'appelle ouvrir le parapluie. Et vous avez non seulement les médecins, mais vous avez aussi l'administration hospitalière qui impose. Et c'est vraiment très difficile de combattre tout ça. On avait fait venir dans le CHS de Savoie, où je suis restée très longtemps, on avait fait venir un magistrat qui était spécialisé en droit médical et qui nous avait expliqué tout ça. Mais pour faire céder la direction de l'hôpital, il a fallu se battre. C'est pour ça que c'est toujours nécessaire de revenir à la communication et d'utiliser, vous en tant que mandataire, de vous adresser au magistrat qui, lui, aura un pouvoir, entre guillemets, différent au niveau de l'administration. Un petit mélange des rôles parfois, n'est-ce pas, Clé de Douce ? Et en tout cas, peut-être le besoin, là on parlait d'un espace éthique, enfin celui dont on parle aujourd'hui, qui ne concerne que les acteurs de la protection judiciaire. L'intérêt peut-être d'avoir des espaces éthiques beaucoup plus larges qui fassent rencontrer des professions et des approches différentes. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres questions ? On a tout le temps d'échanger avec vous. Allez-y, il n'y a pas de... Ouais, juste derrière, voilà. Bonjour à tous. Je rebondis sur une question qui a été formulée tout à l'heure lors de la table ronde. C'était au nom de quoi ? Ça, c'est une question qui m'anime tout le temps dans ma pratique professionnelle. Et ça me fait penser aux entrées en EHPAD qu'on a balayées aussi à plusieurs reprises. Enfin, j'ai entendu des exemples concernant les entrées en EHPAD. On voit bien que la difficulté, c'est à chaque fois de faire... on parle de liberté, c'est de faire émerger ce que les personnes peuvent exprimer. En premier lieu, la personne qui va être elle-même concernée par cette entrée en EHPAD, qui va être à la fois un lieu de vie, à la fois un lieu de soins. Normalement, la personne a la liberté de choisir ce lieu de vie et ce lieu de soins. On se rend bien compte que soit c'est son entourage qui va considérer qu'elle n'a plus à rester à son domicile et qu'elle se met en danger. Si la personne exprime que ce n'est pas son choix, elle sera peu entendue. Et si à un moment donné, elle se retrouve hospitalisée, il se peut qu'elle n'ait pas vraiment le droit de citer dans la décision qui sera d'entrer directement en établissement. Et je trouve que c'est ce qui nous anime tous ici, et c'est pour ça qu'on est dans cette démarche. L'éthique, c'est voilà, se questionner. Ça n'appelle pas de réponse unique, au contraire, c'est un questionnement permanent, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, mais dans les faits, au centre de tout ça, il y a des personnes. On a parlé aussi de ce qu'était une personne, et on se rend compte que faire valoir ses droits et ses libertés, en dépit de tout l'arsenal qu'on peut avoir, juridique, médical, social, médico-social, ça reste parfois insoluble, et au bout du chemin, on a une personne qui n'aura pas forcément décidé de ce qui la concerne, et on est quand même tous bien démunis par rapport à ça. L'éthique est aussi un combat. Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure dans mon exposé. Je crois que ça vient aussi du fait que même les professionnels de la protection juridique n'ont pas encore parfaitement mesuré ce qu'était la protection de la personne. Et qu'il faut faire une révolution dans ce domaine-là. La protection de la personne, c'est la personne qui décide. Et il faut que cette révolution, elle se fasse dans vos institutions, dès lors qu'on touche à la protection de la personne, pour que la première question qui soit posée, c'est qu'est-ce que veut la personne ? Alors, si la personne veut des choses impossibles, elle ne les aura pas, parce que moi aussi, si je veux des choses impossibles, je ne les aurai pas. Mais si elle veut des choses qui sont du domaine de possible et que c'est son choix,
il faut le promouvoir et il faut savoir expliquer que voilà, depuis 2007, le majeur protégé est une personne majeure qui décide pour elle-même. Mais il faut que vos institutions, si vous travaillez en institution, vous soutiennent dans cette démarche face au corps médical, face à des services sociaux, face à la famille, pour dire, vous pensez que ça c'est bien pour monsieur ou pour madame, mais voilà ce qu'elle exprime, et on ne peut pas rien en faire de ce qu'elle exprime. La loi nous oblige à le prendre en compte, à le recueillir, à nous, professionnels, le respecter, donc à le faire respecter. Mais il faut être soutenu institutionnellement. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de la part d'un certain nombre d'acteurs médico-sociaux de cette loi sur la protection juridique des majeurs, et puis de la dernière modification en date de l'ordonnance du 11 mars 2020, qui rappelle qu'un majeur en protection juridique, c'est lui qui décide. C'est vrai dans le Code de la santé publique, mais aussi le Code de l'action sociale et des familles, où il y a une modification. Le directeur de l'établissement, il est tenu de rencontrer personnellement lui ou une personne qu'il délègue pour vérifier que c'est bien la volonté de la personne de venir en établissement. On a des règles qui sont ce qu'elles sont perfectibles, mais elles ont le mérite d'exister. Prenons-en connaissance, faisons-les connaître à l'extérieur, et avec ces règles, comment on fait pour que la personne concernée soit au centre et qu'on arrête de nous chanter sur tous les airs « le majeur protégé est au cœur de sa mesure », plus on le chante, moins on le fait. Ce qu'il faut, c'est passer à la pratique, que ce que dit simplement, sans entrer dans les détails, et c'est vous sur le terrain qui devez mettre en place les détails, mais ce que dit la loi, qui est une loi de liberté pour les majeurs protégés. Sur le terrain, ce que vous dites, je l'entends tout à fait. Après, comment on peut vous aider sur le terrain, et c'est de l'éthique, mais c'est pas que pour que ça se sache et que ça se fasse et qu'on respecte les personnes. Le mot respect, il est revenu en permanence. Moi, je voulais juste rajouter que, allez-y. Oui. pardon, on parlait donc de la solitude des mandataires, mais il faut parler de la plus grande solitude encore des mandataires familiaux, parce qu'il y a un impact affectif. Et que, en particulier dans les EHPAD, ou dans certains EHPAD, on commence à avoir un comité d'éthique, on en met partout, mais aussi on se pose cette question-là, parce que la famille va intervenir avec son cœur, avec ses liens, et ce n'est pas forcément l'intérêt de la personne, et c'est encore plus difficile pour elle de discuter et de partager, et de prendre des décisions. Alors, il y avait une question devant. Allez-y. Oui, j'avais juste une réflexion suite à ce que disait Madame Cheminet. Alors moi, je vais peut-être me lever, je ne suis pas très grande. Je m'appelle Isabelle Miranda, je fais partie d'une équipe de recherche citoyenne et scientifique qui s'appelle Cap Droit. Et on travaille sur toutes les formes de contraintes, donc la protection juridique, et je suis aussi mandataire judiciaire. Et je voudrais aussi qu'on n'oublie pas qu'il existe un article aussi qui est même au-delà de la loi de 2007, qui est dans la Convention nationale des personnes handicapées, qui est l'article 12, et qui dit, enfin je vous le résume très très brièvement, qui dit qu'aucune volonté ne peut être soumise à la volonté de quelqu'un d'autre. Et quand on fait sien cette phrase, eh ben, ça change votre quotidien et ça change votre posture professionnelle. Et ce qui est intéressant avec le premier cas que exposait ce monsieur, c'est que, vous voyez, par exemple, on a rencontré avec cette équipe des personnes qui viennent d'autres univers, d'autres pays. Et par exemple, aux États-Unis, un mandataire, il aurait plus peur de se faire attaquer parce qu'il n'a pas respecté les droits de la personne, et plus peur de se faire attaquer en disant le majeur va m'attaquer, va me faire un procès parce que je n'ai pas respecté sa liberté en apposant ma signature, plutôt qu'en France où on a plus peur de rendre compte aux juges, aux labos, ceci, et qu'on trace énormément des choses pour prouver qu'on a grosso modo bien fait. Et c'est vrai que de voir dans d'autres pays combien la participation des personnes et la parole des personnes est mise en jeu, et a un vrai pouvoir coercitif. C'est-à-dire qu'ici, en France, on a très très peur, voilà, on a très peu peur qu'un jour un majeur protégé vous fasse un procès. Et on n'y pense pas à ça.
Et je pense qu'il y a aussi des choses aussi à revoir de ce côté-là. Merci. Merci. Quelqu'un avait demandé la parole juste au-dessus. Vous relevez la main? Oui, voilà. Je me présente, Virginie Valzac, donc je suis mandataire aussi. Alors, comme vous aviez dit, ce colloque, on va être soumis à beaucoup d'émotions et pour le coup, voilà, nos pensées se bousculent dans nos têtes, voilà, où on en est, ce qu'on a bien fait, voilà, quels vont être aussi nos prochains choix, nos prochaines décisions. Et cette question, voilà, de maison de retraite, d'entrer en EHPAD me pose aussi beaucoup de questions. Au tout début de mon arrivée, je me souviendrai toujours, un juge des tutelles m'avait quand même remonté les bretelles en me disant « Mais Mme Valzac, vous n'avez pas fait votre travail en fait, hein, vous n'avez pas mis les aides à domicile qui font que cette personne pourrait me rester à domicile. » Mais cette personne, en l'occurrence, à l'époque, ne voulait pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette pression permanente et du majeur qui exprime aussi sa volonté et des partenaires tout autour de nous qui nous alertent en nous disant attention, attention, on va directement droit dans un mur. Et finalement, finalement, cette éthique se pose tout le temps en permanence. Où on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les demande? Et moi, encore aujourd'hui, je suis face à un monsieur qui veut sortir de maison de retraite. Le médecin traitant, lui non plus, ne sait pas, ne se positionne pas. Et on est là, tous, je sais pas, à patienter, à observer, à analyser. Et la demande est quand même claire. Hein, le major a exprimé son souhait de sortir. Mais voilà, tout paraît si évident, là, maintenant, hein, dans le colloque. L'éthique est claire. On est tous au clair avec là-dessus. Hein, mais finalement, le contexte fait que c'est pas si simple. Et voilà, ça pose toutes ces questions quand même qui sont assez difficiles à y répondre. Je suis bien d'accord avec vous. Le gros problème, que ce soit l'éthique ou de la loi, c'est de l'appliquer. C'est de la mettre en œuvre. C'est de ne pas la perdre de vue. C'est de l'appliquer quotidiennement, de ne pas la perdre de vue, quand bien même il y a des difficultés, il y a des pressions, il y a de l'urgence. C'est là où ça devient difficile. Mais vous avez dit, je reprends vos mots, la personne, elle veut sortir de maison de retraite. Eh bien, si elle veut, on ne va pas attendre de savoir ce qu'en pense le médecin. Il va se dépêcher de dire ce qu'elle en pense, puisque c'est le souhait de cette personne. Et si cette personne souhaite sortir de maison de retraite pour aller, je ne sais pas où, à son domicile ou chez un membre de la famille, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en place pour qu'elle retourne à son domicile? Et si son souhait, comme le souhait de la majorité des personnes, c'est d'être moins bien chez elle et d'y mourir que de vivre dans des conditions collectives qu'elle n'apprécie pas, je crois que c'est le choix de beaucoup de personnes de nos familles qu'on connaît. Le fait que ce soit un majeur protégé n'empêche pas qu'il a le droit d'avoir ce choix-là. Et le problème, je crois, vous me direz si je me trompe, c'est que dès lors qu'il y a un majeur protégé, on pense tout de suite, mais il n'est pas capable de savoir ce qu'il veut. Eh bien si, il y a plein de majeurs protégés qui savent ce qu'ils veulent. Simplement, ça ne nous plaît pas, ou ça nous plaît pas, ça plaît pas au médecin, ça plaît pas à sa famille. La famille, des fois, ça lui déplaît. Vous avez raison de parler des tuteurs familiaux et des curateurs familiaux qui pensent être mieux placés que quiconque, et ils le sont peut-être, je ne sais pas, pour savoir ce qui est bien pour le membre de leur famille qui relève d'une protection juridique et qui ne se rendent pas compte, qui vont à l'encontre qui lui font du mal en ne respectant pas ce qu'il veut. Voilà, sur le terrain, c'est difficile. Vous vouliez préciser quelque chose ? Non, c'était bon ? Ok. Il n'y a pas besoin d'être dans une relation de mandataire à personne protégée pour très souvent penser qu'on sait mieux que son enfant ou ses parents ce qui est bien pour lui ou pour elle, n'est-ce pas ? Pierre, bonjour, vous vouliez... Oui, moi je voulais vous remercier pour votre intervention, parce que ça me permet de pointer deux petits aspects dont on n'a pas encore parlé. Le premier, c'est la réhabilitation de l'émotion. Je crois que nous avons choisi des professions où il y a toujours de l'émotion. Moi, j'ai connu des formations où on disait qu'il faut se blinder sur l'émotion, c'est pas bien. Quelle absurdité. De toute façon, si votre cerveau il vous dit de ne pas être ému, vos intestins et votre estomac, eux, ils font leur vie tout seuls. Hein, et de toute façon, on a l'émotion. Donc c'est stupide de dire ça. En revanche, réhabiliter l'émotion au sens où c'est quand même l'intensité de nos émotions
qui nous renseigne sur l'intensité de la valeur que nous allons accorder au problème. Si je suis en colère, si je suis triste devant une situation, ça signifie que, quelque part, moi, je suis choqué par rapport à mes propres valeurs, etc. Donc, si on utilise l'émotion comme ça, c'est un outil de travail extraordinaire. Mais, une fois qu'on a compris qu'il fallait faire une réflexion éthique, si on continue dans l'émotion, l'émotion devient toxique. Dans un comité d'éthique, une fois que les émotions sont passées, et à mon avis, il faut les laisser passer, puisqu'elles existent, et après, on va essayer justement qu'elles ne gardent pas un certain pouvoir, car là, ça empêche toute rationalité. Et puis là, donc merci pour avoir parlé avec émotion. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était ça en tout cas. Et puis, je voulais vous dire aussi que, tant pis pour vous, vous avez choisi un métier impossible et nécessaire. Impossible et nécessaire. C'est-à-dire qu'on voit très bien que devant la complexité de chaque humain, devant la complexité de chaque relation entre les humains, et vous, alors dans vos métiers, là, vous rencontrez je ne sais pas combien de personnes, mais c'est hallucinant ce que vous faites. Donc c'est pas possible que ça marche. D'accord ? C'est impossible. Bon. Ceci étant, c'est nécessaire pour accompagner les personnes. Donc qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites votre travail. C'est un travail très ingrat, pas très reconnu. Moi, j'avoue que je rentre dans ces professions que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment bien dommage, parce que ça suppose de votre part, à chaque fois, beaucoup de respect de l'autre, beaucoup de connaissances. Donc, par exemple, le droit, on en a parlé. Vous voyez, une infinité de choses très subtiles que vous essayez de mettre en route, avec aussi des échecs. Vous en aurez un paquet dans votre vie professionnelle, je vous le souhaite, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et donc vous faites ça. Bravo, moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Bravo, continuez à faire ça. Et surtout, n'ayez pas peur de parler de vos émotions. Alors, il y a une main qui... Il y avait une main qui s'est levée ici. Ah oui, pardon, madame, excusez-moi, je vous ai oublié. Et puis après... Oui, pardon. Bonjour à tous et merci. Donc, je suis Fabienne Doirèche, je suis directrice d'un réseau de santé. Donc, nous travaillons avec les mandataires judiciaires. Et je voudrais juste apporter une petite particularité qui n'a pas été, à mon sens, suffisamment évoquée ce matin. On a dit que l'éthique était plurielle, elle est singulière pour chacune des situations. Je pense qu'il y a une nécessité à évoquer le décloisonnement de la réflexion éthique dans le champ du sanitaire, dans le champ du social, du médico-social, du mandataire judiciaire, et que le danger serait de cloisonner nos réflexions éthiques. Et dans les situations d'accompagnement que nous vivons au sein d'un réseau de santé, nous faisons appel à des mandataires judiciaires, nous faisons appel à des travailleurs sociaux, nous faisons appel à des structures d'aide à domicile, comme chacun d'entre vous, et que cette éthique-là, elle est convoquée au travers de différents prismes, et qu'il n'y a pas une particularité de l'éthique, il y a une éthique adaptée, si on peut le dire comme ça, une éthique embarquée. Et je trouve que cette notion-là, un peu transversale dans notre journée d'aujourd'hui, est importante à rappeler, puisqu'à l'hôpital, il y a des réflexions éthiques, dans les établissements spécialisés, il y a des réflexions éthiques, mais qu'au domicile, il y a d'autres problématiques éthiques que chacun d'entre nous connaissons. Donc voilà, je pense que c'était cet aspect que je voulais évoquer aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci. Et donc... Relevez bien, levez bien votre main, voilà, pour qu'on voit. Le micro arrive par l'autre côté. Bonjour. Alors, moi, je suis ni juriste, ni travailleur social, donc je vais peut-être poser une question vraiment idiote. Je m'en excuse. Forcément, non. On parle de protection des majeurs et surtout qu'ils aient le droit de décider. Enfin, c'est eux qui décident. Et pourtant, le point de départ pour avoir cette protection des majeurs, c'est un certificat médical où on nous dit que la personne, elle ne peut pas décider pour elle-même. Et c'est souvent en plein blocage pour mettre en place ces mesures. Du coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Petite contradiction. Joël Vernet. Le certificat médical n'a pas pour objet de dire si la personne peut décider ou pas. Le certificat médical circonstancié, il doit dire si la personne souffre ou non d'une altération de ses facultés personnelles, qu'elles soient mentales ou physiques, et si elles sont physiques, elles doivent empêcher l'expression de sa volonté, et il doit décrire
les conséquences de cette altération sur les actes de la vie civile. C'est ça, le certificat médical, hein, c'est l'article 1259 du Code de procédure civile qui décrit ce qu'il doit contenir. Donc le but du certificat, c'est pas de dire une personne peut décider ou peut pas décider. Et en fonction des conséquences de l'altération des facultés dont souffre la personne, le juge va apprécier si elle a besoin d'une mesure d'assistance ou une mesure de représentation. Mais quelle que soit la mesure que le juge va prononcer, la loi, l'article 459, nous dit que dans le domaine personnel, pas patrimonial, personnel, c'est la personne, dès lors qu'elle est apte à décider, qui décide. Donc le certificat médical, il ne peut certainement pas dire autre chose, il ne peut pas dire autre chose que ce que dit la loi. Vous voyez, l'objet de ce certificat médical, c'est d'évaluer l'altération dont souffre la personne et ses conséquences. Mais quelles que soient les conséquences qui seront évaluées, la personne, depuis la loi de 2007, elle a, parce qu'elle est une personne majeure, une sphère d'autonomie que personne ne peut lui retirer. Et le certificat médical n'y changera rien. Si la personne est capable de dire « je veux vivre à tel endroit », elle peut être dans l'incapacité de parler d'un tas de choses. Elle ne connaît pas ses comptes en banque, mais si elle dit « je veux rester à la maison », elle dit « je veux rester à la maison ». Et la loi nous dit que c'est elle qui décide. Alors après, une fois que la loi a dit ça et que la personne a dit ça, comment on fait? Mais si on ne part pas de cette prise en compte-là, on n'est pas dans la protection juridique telle qu'elle existe depuis 2007. Elle ne décide pas de tout, la personne, mais il y a une sphère, la sphère personnelle, donc celle qui la touche quand même quotidiennement, régulièrement, c'est elle qui décide si son état le permet. Si elle est dans le coma, elle ne peut pas décider. Mais si elle n'est pas dans le coma, elle a des modes d'expression qui permettent de savoir ce qu'elle veut. Et la loi dit qu'on est tenu de le respecter. Joël Vernet ou Pierre Bonjour, derrière cette remarque-là, je pense que je comprends bien ce que dit la loi, mais n'empêche que pour le mandataire, si la personne peut exprimer une décision qui est par exemple quelqu'un qui est extrêmement malade et qui a besoin de soins et qui dit je veux quitter l'hôpital, je veux rentrer chez moi, le mandataire, il a bien une responsabilité aussi de protection de la personne. C'est bien là où c'est compliqué de... C'est pas le mandataire qui décidera si la personne quitte l'hôpital ou pas. Non, il n'a pas à décider ça, le mandataire. C'est si la personne... D'abord, il y a des modalités à mettre en place, mais je préfère que la personne qui rédigeait des certificats médicaux circonstanciés... Elle nous donne un peu son avis sur ça. Alors, moi, j'ai rédigé 2 types de certificats. J'ai rédigé les certificats médicaux circonstanciés en vue d'une mesure de protection ou pas. Et dans certains départements, on vous pose la question. La personne est-elle apte à rentrer à son domicile ou pas rentrer à son domicile? Donc là, sur un plan psychique ou physique, enfin physique, je ne suis pas compétente, enfin je l'étais, mais il y a très longtemps, psychique, ça reste de mon domaine de compétence, on peut répondre. Après, c'est au magistrat, effectivement, d'apprécier ce qu'il doit décider. Mais les autres types de certificats que je pouvais rédiger parce que j'étais dans un hôpital psychiatrique, c'était la personne peut-elle sortir ou ne pas sortir, parce qu'on était dans l'internement. Mais vous avez tout à fait raison, dans un hôpital général, la personne, si elle dit « je veux partir », on doit la laisser partir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de la convaincre que c'est peut-être pas une bonne idée pour sa santé physique. Elle va prendre le risque peut-être de mourir à la porte de l'hôpital, et je reviens aux craintes qui va me poursuivre parce que je l'ai laissé sortir, etc. Il y a des pressions énormes, mais la personne peut signer une décharge. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire à ce moment-là de se réunir autour d'elle et des familles, parce qu'il y a aussi les familles, non, mais vous n'allez pas le laisser sortir, il va mourir, ça sera de votre faute, etc. C'est très dur de faire émerger ce respect-là de l'individu, mais ça fait aussi partie du travail, et c'est un travail qui prend énormément de temps et de pluridisciplinaire. Oui, voilà, d'être pluridisciplinaire, c'est plus simple. Et malheureusement, les moyens dont on dispose aussi bien au niveau des mandataires qu'au niveau des hôpitaux sont souvent insuffisants.
Mais je crois qu'il faut être de temps en temps un peu autoritaire, directif, et de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et savoir prendre ce temps-là tout en sachant que c'est au détriment d'autre chose. Et en sachant que la difficulté que vous pointez et qu'on sent, hein, c'est que dès que le majeur veut quelque chose qui n'apparaît pas conforme à ce que son entourage et à ce que les professionnels qui, eux, savent nettement mieux que nous ce qui est bien pour nous veulent, eh bien, en tant que mandataire, on vous dit, eh bien, si vous arrive quelque chose, ce sera de votre faute. Voilà. On vous fait porter une responsabilité morale terrible, en sachant que la responsabilité civile, vous ne l'avez pas. Mais on vous fait croire que vous allez être responsable, mais vous ne l'êtes pas. Je veux dire, dans le cas de figure, c'est pas possible. Mais et alors du coup, je le comprends ô combien. Hein, vous dites, bah alors c'est à moi que revient la décision. Et du coup, ça vous empêche de penser. Ça vous empêche de penser. Mais attendez, on est en curatelle, c'est le majeur qui décide. Pourquoi je serais responsable des décisions qu'il prend? Mais on vous fait croire que vous allez être responsable, mais ça n'est pas vrai. Mais c'est un poids terrible que j'entends. Hein. Voilà, c'est extrêmement difficile. Hein. Comme l'a dit Pierre Bonjour, vous faites un métier ô combien complexe, mais indispensable. Mais faites attention, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez bien, à cette pression, à cet environnement qui vous fait croire que tout repose sur vos épaules, même en curatelle, comme nous l'a dit ce monsieur qui est en curatelle, où on a demandé à son curateur de signer. Eh bien non. Mais on va toujours vous dire, il y a une urgence, il y a un danger, il y a ceci, il y a cela, donc il faut. Posons-nous. L'urgence, c'est rare, c'est relatif. Et essayons de reposer le cadre. Quel est le cadre? Et essayons de ne pas être tout seul face à cette pression des partenaires, de la famille, tout, pour refaire venir le majeur sur le devant de la scène et s'intéresser à ce qu'il veut et pourquoi on ne dirait pas oui à ce qu'il veut. Faut se poser la question, pourquoi on ne dirait pas oui? Un petit mot, Joël Vernet, puis après il y aura une question ici. Je voudrais revenir au niveau des émotions, parce qu'effectivement, on fait porter sur les mandataires et sur les mandataires familiaux une grande responsabilité et des pressions qui sont injustes. Et je reviens à la nécessité du soutien des mandataires. Alors, il y a des organismes qui ont mis en place on appelle ça supervision, analyse de la pratique, ça fait chic. On s'en fout de ce que c'est. Ce que c'est un endroit où on puisse un peu discuter, mais malheureusement, il y a une réunion tous les mois, tous les 2 mois, etc. Et vous avez des situations quotidiennes qui ne permettent pas d'attendre. Alors, quelquefois, il faut savoir faire appel à ses collègues. Quelquefois, moi, quand je travaillais à Chambéry, les mandataires, ils m'appelaient et puis on discutait entre 2 portes, etc. Ça leur permettait de se décentrer et puis de quitter l'émotion. Alors il y a l'émotion bénéfique et puis on tombe très vite dans l'émotion toxique et du coup on arrive à prendre une décision qui vous met encore plus mal à l'aise après. Donc c'est vrai que moi je militais pour qu'il y ait beaucoup de soutien des mandataires et des réseaux sociaux aussi, des réseaux de soins, parce que vous êtes souvent bien très seul. Alors, il y avait... Pardon. Bonjour, François Blanchardon, je représente la Caisse d'épargne, mais je suis aussi membre de France Asso Santé. Je voulais vous parler de la personne de confiance qui est dans la loi de 2002, qui accompagne les personnes malades qui ne sont plus en capacité de prendre elles-mêmes leurs décisions, et donc c'est elle qui choisit la personne de confiance. Et donc je voulais savoir quelle place vous donnez à la personne de confiance au sein de la relation entre la personne malade et le mandataire, et comment vous en faites sa promotion également. Alors, le majeur protégé, comme toute personne, peut désigner une personne de confiance. La loi prévoit que s'il a désigné une personne de confiance avant l'ouverture de la mesure de protection, le juge doit confirmer cette désignation et que la même chose, le juge doit intervenir si c'est en cours de mesure de protection. Quel est le rôle de la personne de confiance? Le rôle de la personne de confiance dans le Code de la santé publique, c'est d'accompagner le patient, c'est dans une situation de soins, si le patient le demande, à l'occasion de rendez-vous médicaux pour l'aider à mieux comprendre et à pouvoir prendre une décision.
et pouvoir lui permettre d'exercer ses droits si nécessaire. Deuxième situation où peut intervenir la personne de confiance, c'est lorsque le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté. Et dans ces cas-là, la personne de confiance est celle que le corps médical va consulter, et la loi nous dit que la personne de confiance témoigne pour le patient. C'est-à-dire que la personne de confiance ne dit pas ce qu'elle souhaite pour le patient, mais ce que le patient aurait souhaité dans telle situation. Ce que pense la personne de confiance, on n'en a rien à faire. C'est un témoignage qui est recueilli prioritairement par le corps médical, uniquement quand la personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Donc il ne faut pas faire jouer à la personne de confiance un rôle autre que celui que la loi lui donne. Elle est consultée, la personne de confiance, elle n'est jamais décisionnaire. Quand le patient n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté, c'est le médecin qui va décider, après avoir recueilli l'avis de la personne de confiance et l'avis des personnes de la famille, de son entourage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Voilà. Mais la personne de confiance ne décide jamais. Voilà, faut bien l'avoir en tête. Et si une personne a écrit des directives anticipées, elles vont primer sur ce que va dire la personne de confiance. Bien sûr. Vous voulez juste un petit mot et puis du coup, allez-y, je vous laisse prendre le micro qui est là. Je prête pas mon micro. Oui, juste un petit mot parce qu'il y a une notion là qui est centrale dans la démarche éthique et qui vient d'être évoquée, c'est la notion de temporalité. On est dans une société de plus en plus oppressive. Toujours plus vite. Notre société a remplacé les priorités. Notre boulot, c'est de faire des priorités. Et elle a remplacé ça par des urgences. Alors tout devient urgent. Tout le monde court avec son smartphone, en formation comme ailleurs. Les gens sont pris, parce que tout est urgent. Bon, ça, c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'il faut dire non à ça. Et l'une des façons de dire non, c'est de développer les espaces de réflexion éthique, parce que précisément, c'est dans ces espaces de réflexion éthique que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir. Réfléchir, pas penser, c'est-à-dire penser la pensée, réfléchir. Et donc, créons des espaces éthiques autant que possible un peu partout, avec un outil qu'on utilise dans beaucoup de comités, qui est la réflexion éthique a posteriori. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire que on sait très bien que vous, les professionnels, vous êtes quand même pris toute la journée à des décisions. Vous prenez des décisions, vous êtes formés, payés pour ça, on est bien d'accord, mais parfois, vous prenez des décisions, il manque des éléments, et après coup, vous vous questionnez en vous demandant, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions qui, sur le plan éthique, étaient meilleures ? Eh bien, il faut pouvoir revenir, mais pas revenir parce que ça a raté, ça c'est une très mauvaise chose. Il faut revenir parce que ça nous intéresse, que ça ait marché ou pas, pour reprendre la situation tranquillement et se demander si, avec les éléments, soit nouveaux, d'ailleurs il peut y avoir des éléments nouveaux, soit sous l'effet des émotions, soit sous l'effet de la pression, on aurait peut-être pu faire autrement. Non pas pour battre sa coulpe, ça on n'a rien à faire en éthique avec ça, mais simplement pour progresser. C'est-à-dire, pour progresser, il faut accepter de revenir en arrière, se reposer la question autrement, et ça donne des ouvertures qu'on n'avait pas à ce moment-là. Donc oui, je crois que là, il y a une lutte, moi j'en place peut-être un mot encore plus fort, il faut dire non à ces pressions de plus en plus prégnantes et qui viennent casser complètement le sens de notre travail. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la matinée. On va passer à la pause déjeuner, mais pour vous aider à commencer à digérer tout ce que vous avez attendu, je vais demander à Arlette Durual et à Lilian Douja, il arrive, de nous faire un petit retour à chaud de ce qu'ils retiennent de la journée, de la matinée, pas de la journée. Alors un petit micro. On attend Lilian. Ça roule. Où je commence et ça lui laisse le temps d'arriver. Alors moi,
quand je regarde tout ce qui s'est passé ce matin et vu la richesse des apports et des échanges, je n'aurais surtout pas la prétention de réaliser une synthèse. Mais alors pas du tout. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est le fait que j'ai pris au vol un certain nombre de propos sérieux pour vous faire des propositions moins sérieuses, pour garder le sourire, mais surtout pour continuer à penser, à réfléchir tout au long de cette journée. Alors tout d'abord, sur la première partie de matinée, à propos de la protection des majeurs. Ça va être l'heure de déjeuner, c'est ça ? Alors, protection des majeurs, j'ai entendu qu'il s'agissait de mettre au régime, au pluriel. Ok, bien. Et alors, du coup, je me suis demandé, les mesures de protection des majeurs, alors c'est être en bout de course ou c'est faire les courses ? J'ai entendu aussi qu'il s'agissait d'une atteinte aux libertés des personnes pour préserver leurs droits. Et on peut inverser les termes aussi. Enfin, je vous invite à inverser les termes et à voir ce que ça donne. J'ai surtout entendu qu'il s'agissait de protéger sans diminuer. Et puis, bien sûr, on a énormément évoqué l'éthique et on s'est demandé ce que c'était. Alors, j'ai vu que ça pouvait être une nouvelle marque de yaourt. Moi, j'avais noté une nouvelle marque de camembert. Enfin, il y a de l'éthique de partout, on l'a compris. Ce que j'ai surtout retenu, c'est que l'éthique, c'est une suite de questions, une démarche sans fin. Je vous invite à l'entendre comme vous voulez. On a parlé de sagesse pratique, avec prudence, d'une vigilance intellectuelle. J'ai surtout entendu qu'on devait s'y mettre à plusieurs, que ça devait être un exercice collectif. On a beaucoup insisté là-dessus, retrouver une pensée collective grâce à des espaces pluriels. Bien, alors comme on va déjeuner, ce que je vous propose, moi, c'est une recette. La recette pour aboutir à l'éthique. Alors, je vous propose tout d'abord, dans cette recette, le fait de mettre un brin d'humilité, une tranche de respect, une pincée de doute, des kilos de questions. J'ai entendu les grammes d'émotions qu'il fallait ajouter, une poignée d'échanges, un zeste d'humour, c'est toujours important, un fumet d'intelligence. Bref, nous arrivons à un bouillon de culture. Bravo Arlette. Alors j'espère que ça vous a mis en appétit pour l'instant T, qui est à dire de 12h30 à 13h55 pour qu'à 14h on mette en musique cette belle recette, j'espère, où on va rentrer un peu plus en détail sur vraiment l'espace de réflexion éthique de la protection juridique des majeurs du département de l'Ain. On n'a pas trouvé plus simple comme nom non plus. Décidément, nos acronymes, ils sont à revoir. On va chercher, peut-être pendant le temps du repas, juste d'un point de vue très pratico-pratique, 2 espaces pour le repas. Donc l'espace réceptif où vous avez été accueillis ce matin pour l'accueil convivial café Milliardise. Et puis une salle en face un peu plus petite, c'est la salle C de tête, où une 50aine de personnes pourront aussi prendre leur repas pour plus de confort. Vous aurez la même chose, c'est le même menu avec plein de choses appétissantes comme vient de le décrire Arlette. Voilà. Et puis retour cet après-midi à 13h55 voilà, pour un début à 14h si on veut respecter un timing très serré. Voilà, mon rôle, c'est de veiller aussi au timing, donc bien 14h dans la salle, d'autant qu'il y aura une présentation à ne pas manquer à 14h. On va rentrer dans le concret de l'espace de la réflexion éthique. Bon appétit, merci à vous et à tout à l'heure.